Premier match à l'extérieur hier soir à Rennes et première défaite 2-1. Le PSG continue malheureusement sur les bases de la fin de saison passée avec ses 3 revers lors des 4 derniers matchs en déplacement. Et sans qu'on puisse parler d'exploit des Rennais, tant les prestations collectives et individuelles des Parisiens ont été catastrophiques. Alors maintenant, est-ce conjoncturel, comme le plaident Tourelle et certains de ses joueurs, ou cela est-il révélateur de déficiences plus profondes et difficiles à corriger alors que le mercato s'achève dans 15 jours et que le feuilleton Neymar continue? C'est ce qu'on va essayer d'analyser ce soir dans ce numéro 65 des podcasts du Club Paname. Nous ne serons que 3, vacances oblige. Olivier Omanette pour accompagner Lionel et Dom. Et ça ne sera pas une sinécure tant notre déception à tous est vive. Alors les amis, comment vous réagissez après cette claque? Lionel, bonsoir. Salut Dom, salut Olivier. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire, on aura le temps d'en discuter pendant ce podcast. Et toi Dominique, prêt aussi pour la grande lessive? Ouais, prêt, un petit peu fatigué parce que j'ai passé quand même une mauvaise nuit. J'avais un peu l'impression hier soir que c'était un cauchemar, mais c'était bien réel et on va reparler. Très bien, donc au sommaire ce soir, on va faire une large place bien sûr au Rennes PSG d'hier. Puis on fera un petit point sur la Ligue 1 en général en nous posant la question d'une éventuelle remise en cause de l'écrasante domination parisienne des dernières années, hormis l'année avec Emery et la perte du titre contre Monaco, après la démonstration lyonnaise et son 6-0 contre Angers. Et enfin, on conclura, comme tous les podcasts, malheureusement, avec un point sur l'interminable imbroglio Neymar et ses conséquences. Donc on commence tout de suite par le Rennes PSG. Pour la deuxième journée de championnat, le PSG se déplaçait à Rennes hier soir, qu'il retrouvait après l'avoir battu lors du trophée du champion il y a 15 jours. Même score, hélas, mais en sens inverse cette fois-ci, avec pourtant une ouverture de la marque par Cavani qui profitait d'une passe hasardeuse de Da Silva vers son gardien à la 36e. Rennes égalisant par une magnifique frappe en pivot en vrai numéro 9 par Niang à la 44e, avant de sceller le sort du match à la 48e grâce à un but de la tête de Del Castillo. Alors aujourd'hui, pour débriefer ce match, je ne pense pas qu'il faille qu'on utilise comme d'habitude notre traditionnel qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, tant je suis sûr que vous me répondrez rien à la première question et tout à la seconde. Non, on va plutôt se pencher sur votre analyse globale, d'abord de la prestation collective et ensuite des prestations individuelles. Alors la prestation collective d'abord. Herrera et Kerrer blessés, Kurzawa malade, Kimpembe et Gay en phase de reprise, Neymar laissé à l'écart par ses dirigeants. Qu'est-ce que vous pensez de la composition proposée par Tourelle et est-ce que vous auriez préféré d'autres choix d'hommes? Lionel, tu commences. Alors, quand on voit l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, l'effectif qui était à la disposition de Tuchel, je pense que c'était compliqué pour moi de faire autre chose. Si je devais faire un choix différent, ce serait Sarabia à la place de Draxler. Tant Draxler, je le trouve fantomatique depuis presque un an déjà, voire plus. Et Sarabia, depuis son arrivée, a montré de bonnes choses. Et je pense que ça peut être intéressant de le voir débuter dans le cœur du jeu avec, aux côtés de Verratti et Marquinhos, sachant en plus que c'est un joueur, je trouve, qui a un peu plus de volume de jeu que Draxler. Et il aurait peut-être pu aider un peu plus ses camarades à la récupération. Mais après, quand on voit le reste des joueurs à disposition, je pense que c'était compliqué d'aligner autre chose que le 11 aligné. Dom, tu es d'accord avec ça? Ouais, dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il n'y a pas photo. Moi, j'aurais mis Sarabia sans aucun doute à la place de Draxler. Et je me pose la question de Paredes, parce qu'on l'a recruté réellement pour jouer 6. Là, dans le système, c'est quand même au milieu de terrain. On s'est retrouvé avec Verratti pendant une grande partie du match complètement esselé. Et on se demande réellement pourquoi on a recruté ce joueur, surtout à ce prix-là. Moi, j'avais trouvé que certaines de ses entrées en match de prépa n'étaient pas si catastrophiques que ça. Et je pense qu'on pourrait se poser la question d'essayer de le relancer et de le faire jouer un peu à son vrai poste. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vu l'effectif extrêmement limité en ce moment, on n'a pas vraiment le choix en fait en termes de compo aligné. Où on peut se poser la question, c'est sur le système de jeu. Donc ça, on va en parler tout de suite. Là, je voulais d'abord avoir votre opinion sur les choix de joueurs. Les choix de joueurs, on voit effectivement que Tourelle n'a pas un si grand choix que ça, alors que les recrues, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Il y a des joueurs qui sont blessés.
Et donc, en dehors effectivement de Sarabia, mais qui dans son esprit a plutôt l'air d'être la doublure de Di Maria, et Di Maria revenant, on peut comprendre ce choix. Et puis Paredes, mais enfin Paredes, on verra son entrée en fin de match et j'ai un petit peu peur que quand il est sous pression, il ait quelques difficultés à s'organiser. C'est un joueur qui est bon quand il a le temps, mais là, ce n'était pas le cas hier. Bon, effectivement, les joueurs, c'est une chose, mais l'organisation tactique sur le terrain, c'en est une autre. Alors, pour vous, comment vous interprétez le système de jeu que Tourelle a mis en place? Et est-ce que ce système vous semble adapté aux joueurs qu'il a alignés et surtout au système mis en place par Stéphane, un système qui est connu avec ses 5 défenseurs, etc. Dom, tu commences. Là, la problématique, je pense, elle est également la même. Il joue avec le système que les joueurs qui sont à sa disposition lui permettent d'aligner. À partir du moment où il n'a absolument pas confiance dans ses latéraux, il joue obligatoirement avec quasiment 5 joueurs derrière, avec une double couverture. Et on l'a bien vu, en termes de créativité, c'était extrêmement faible. Et on se prive de joueurs au milieu de terrain. Là, Verratti, c'est un joueur d'un excellent niveau, mais il a pris le bouillon simplement par le nombre. Sur plein de situations, il était en infériorité numérique. Et les joueurs qui peuvent jouer avec lui, en particulier Drexler, lui a absolument pas apporté le soutien dont il avait besoin. Et effectivement, on a pris directement le bouillon. On peut se dire qu'on aurait pu moduler notre système de jeu en jouant peut-être avec un 4-4-2, mais je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose au vu de l'opposition, particulièrement au milieu de terrain. Ils nous ont bien contrés, hein, mais en même temps, c'était assez facile pour Stéphane de s'imaginer l'effectif qu'on allait aligner et le système de jeu. Parce que Tourelle fait peu d'innovation en termes de système de jeu et comme on en a parlé avant, en termes d'effectifs, on n'avait pas le choix. On a aligné les joueurs qu'on avait. On peut toujours se dire qu'on aurait pu faire jouer un ou deux petits jeunes qui sont plutôt bons en plus. Mais en réalité, les choix étaient extrêmement limités hier soir. Lionel, ton avis sur le système tactique utilisé et son adaptation au contexte? Moi, je trouve que la défense à 3 hier n'était pas le meilleur choix pour la simple bonne raison que Rennes n'a joué qu'un seul avant-centre et on s'est retrouvé en infériorité numérique au milieu de terrain parce que Verratti était tout seul à chaque fois pour essayer de colmater les brèches et Draxler l'aidant peu. On a vu rapidement qu'il prenait l'eau. Alors que je pense que Marquinhos au milieu de terrain nous aurait un peu plus aidé parce qu'il aurait permis à Verratti de ne pas avoir à faire l'essuie-glace comme il est obligé de faire hier et de se disperser et de ne pas pouvoir être productif ensuite avec le ballon. Alors, comme l'a évoqué Dom, on a l'impression que Tourelle n'a absolument aucune confiance dans ses latéraux, en tout cas sur le plan défensif, et notamment Meunier, dans sa conférence de presse d'après-match, il a insisté sur l'absence de Kerrer. On a l'impression que dans son esprit, le joueur qui joue sur le côté de la défense, c'est Kerrer, du côté droit. Et donc, il a voulu couvrir ses déficiences défensives de ses latéraux en reconstituant une défense à 3. Défense à 3 qu'il met souvent en place avec Marquinhos dans un rôle hybride. Mais là effectivement, la position de Marquinhos était un peu incompréhensible puisqu'il a joué essentiellement en défense centrale, dans la partie la plus médiane de la défense centrale, Thiago Silva étant à droite et Diallo étant à gauche. Et il a pas. Alors qu'effectivement, il n'y avait qu'un seul avant-centre, un seul attaquant central, et donc ça a déséquilibré complètement le bloc. Euh, pour vous, vraiment, cette position ce doute vis-à-vis de Meunier, est-il quelque chose qui va gêner beaucoup dans cette saison? Lequel veut répondre à ça? Ouais, Là, il n'y a pas de doute. Pour moi, il est quasiment si on avait pu lui trouver une porte de sortie et le sortir de l'effectif, c'était, je pense, l'idée de départ. Et donc, réellement, il ne l'aligne que parce qu'il n'a pas réellement le choix. Et je pense que c'est quasiment la dernière fois qu'on le voit aligné. S'il l'a sorti assez rapidement en deuxième mi-temps,
c'est qu'il s'est bien rendu compte aussi que la prestation était catastrophique. Et c'est quelque part dommage parce que c'est un joueur qu'on aime bien en termes d'engagement et en termes d'amour du club. Je pense qu'il y a vraiment, c'est un des rares dont vraiment on peut rien dire à ce niveau-là. Mais en termes de niveau de jeu et en termes techniques, on a l'impression qu'il a perdu tout son football. C'est incroyable de se dire que ce gars-là, c'est celui qui a fait qui était en titulaire en équipe de Belgique avec les prestations et le niveau qu'on a pu voir. Lorsqu'on le voit hier soir, il est juste fantomatique et catastrophique. Oui, Lionel, pour toi, cette déficience des latéraux oblige-t-elle Tourelle à proposer cette défense à 5 ou alors doit-il passer par-dessus ça et trouver quelque chose de plus cohérent, notamment dans l'entrejeu où Verratti a été livré à lui-même hier soir et où Marquinhos ne lui a pas apporté l'aide dont il avait besoin? Ouais, je pense que, de toute façon, on le sait que ce sont nos points faibles, les latéraux. Il me semble, enfin, il faudrait que je revoie le match contre Rennes au Trophée des Champions, mais contre Rennes, il me semble qu'on a joué vraiment en 4-4-2. Bon, on a peut-être été mis aux difficultés en début de match, mais je pense que c'est Kea qui avait joué ce match-là, donc c'était peut-être différent. C'est ça le problème. Mais je pense que à un moment, il faut partir du principe que le Paris Saint-Germain doit être aussi dominateur et donc ne pas tout le temps chercher à s'adapter à nos faiblesses et jouer aussi sur nos points forts. Et c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire hier, c'est que nos points forts n'ont pas été mis en valeur. On a cherché à combler nos points faibles et nos points faibles n'ont pas non plus été comblés. Donc ça a rien créé de positif et ça a donné le résultat qu'on a pu voir hier. Donc à un moment, je pense qu'il faut essayer d'avoir peut-être un esprit un peu plus positif et accepter des fois peut-être avoir certaines faiblesses, mais plutôt chercher à mettre en valeur nos points forts. Et comme on dit, bah, peut-être gagner 5-4 que de chercher à ne pas perdre ou autre. Donc, non, je pense que hier, il n'a pas été très inspiré, Tuchel. Et voilà, on a eu le résultat. Donc, je pense qu'il est en partie fautif du résultat d'hier. On voit qu'il est vraiment handicapé par ce milieu de terrain. Déjà l'année dernière, parce que très rapidement et aggravé par la mise à l'écart de Rabiot, bah, il n'y avait plus que Verratti qui était un milieu de métier. Il a essayé différentes combinaisons en lui associant Alves, en lui associant Draxler, en lui associant Paredes. Et puis finalement, le meilleur équilibre a été trouvé en donnant ce rôle un peu hybride à Marquinhos qui a permis de soulager Verratti et de se libérer. Là, il fait son recrutement pour justement trouver des joueurs qui peuvent compléter Marco, hein, que ce soit Herrera et Gay, et patatras, bah, l'un est blessé, l'autre pas encore prêt. Il se retrouve à nouveau dans la situation de l'année dernière à être obligé de bricoler au milieu de terrain et on s'aperçoit que les solutions sont difficiles et qu'elles ne marchent pas à tous les coups. Donc on tourne un petit peu en rond par rapport à ce problème de milieu de terrain et je ne sais pas s'il va finir par trouver une véritable solution. Dom, qu'est-ce que tu en penses? Bah, de toute façon, on en reparlera après avec le dossier Neymar, mais je pense que vu les hommes qu'il a pour l'instant, effectivement, il n'a pas réellement de choix. Hein. Il essaye de combler les trous et de gérer un peu comme il le peut, mais on a très peu de milieu de quand on voit qu'on est dominé au milieu de terrain par un gars de 16 ans, c'est quand même assez impressionnant qu'une équipe comme le PSG n'arrive pas à trouver un ou deux autres joueurs d'un bon niveau pour combler ces situations-là. Je regardais les effectifs un peu des grands clubs européens avec lesquels on a envie de matcher. Les mecs ont 5-6 internationaux sur le banc, quasiment devant, derrière, au milieu. Nous, c'est quand même beaucoup plus faible que ça. On se retrouve avec des gamins et un effectif de 15 joueurs expérimentés et après, c'est que des mômes. Et se retrouver dans une situation comme celle-ci où on est obligé, on a quasiment 13 joueurs ou 14 joueurs, et de se dire, bah, si tu es apte, tu joues, c'est pour un club comme le PSG avec le budget qu'on aligne, c'est quand même assez impressionnant. Je me dis qu'on pourrait avoir quand même quelques joueurs, peut-être des joueurs français, des joueurs expérimentés de D1 pour combler les trous et pas se retrouver dans ce type de situation où tu t'alignes le premier mec qui est apte à jouer.
C'est sûr que quand on a vu, je sais pas si c'était le même jour, oui, je pense que c'était le même jour, le match de City contre Tottenham, et que tu voyais ce qu'il y avait sur le banc de City, ça fait rêver, quoi. Les choix sont quand même extrêmement facilités. Bon, on peut espérer qu'avec le retour d'Herrera, la montée en puissance de Gay, l'équilibre au milieu de terrain va être retrouvé, mais ça reste quand même problématique. Et on voit, dès qu'il y a un petit pépin, bah, ça rejaillit sur ce secteur, et les adaptations pour le compenser ne sont pas évidentes. Bon, on a vu les hommes choisis, on a vu la disposition tactique qui a été mise en place, mais il y a d'autres éléments qu'il faut considérer, et dans un match de ce niveau-là, on ne peut pas passer à côté ni de l'engagement, ni de l'intensité. Et quand on compare un petit peu ce qu'a été ces deux facteurs entre les deux équipes, là, on est obligé de remarquer qu'il y a un déficit très important des joueurs du Paris Saint-Germain dans ce registre-là. Alors, l'hypothèse d'une reprise avec des dates de reprise différentes, d'un entraînement assez lourd sur le plan du foncier, tout ça a été évoqué, mais on peut quand même penser que la prestation a été très, très insuffisante à ce niveau-là de ce qu'on demande à des joueurs de très haut niveau. Lionel. Oui, tout à fait. Après, on peut toujours trouver des excuses et des circonstances atténuantes, mais même si physiquement l'équipe n'est pas au top, au niveau de l'état d'esprit, il y a des choses qui ne peuvent pas, on ne peut pas laisser passer. Et puis, enfin, on en discutait en off hier, pendant le match. Moi, il y a des choses qui m'ont agacé, exaspéré, c'est aussi le cramponnage. Je trouve ça inadmissible de voir autant de joueurs glisser pendant tout le match. C'est ces petits détails, des fois, qui montrent que les joueurs ne sont pas encore, n'ont pas vraiment pris conscience que, voilà, il y a un certain il y a un niveau à avoir, il y a une exigence à avoir, et ça passe par tout ça. Tes crampons, c'est ton matériel, mais pas. Alors, peut-être que les 15-20 premières minutes, tu peux te tromper sur le cramponnage, mais que pendant tout le match, même en seconde mi-temps, à 80e minute, on a des occasions importantes et que nos joueurs continuent à glisser, c'est inadmissible. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à changer au Paris Saint-Germain. Et pour revenir, comme on disait tout à l'heure par rapport à l'effectif, je vois sur les réseaux que Tuchel a un très bel effectif. Non, pour moi, je pense que depuis l'arrivée de QSI, si on retire Neymar et Mbappé, qui pour moi sont les arbres qui cachent la forêt, on a un des plus faibles effectifs de l'ère QSI, sans prendre en compte la première année où c'était un démarrage ou quoi que ce soit. Donc là, je pense qu'on arrive vraiment à une fin de cycle en termes d'effectifs et qu'à un moment, ben, il faut accepter que peut-être que cette année sera une année de transition. Dom, sur le plan de l'intensité et de l'engagement, on a l'impression que le PSG a été dominé par Rennes de ce point de vue-là. Et puis même dans les périodes, on dirait un petit peu plus fortes du match, le jeu a été très latéral, il y a eu très peu de projection, très peu de pénétration, très peu de verticalité. Bon, ça est quand même difficilement acceptable pour une équipe qui a les objectifs qu'a le PSG. Comment tu as trouvé, toi, cet engagement? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr qu'en termes d'intensité, d'engagement, on n'y était absolument pas. C'est sûr que moi, j'ai été fou devant ma télé en les voyant se prendre une gamelle toutes les 5 minutes. On aurait dit Holiday on Ice, c'était juste insupportable. Mais j'ai trouvé que même techniquement, c'était extrêmement faible. On n'a absolument pas vu la différence technique qu'on est censé voir entre une équipe qui est composée d'internationaux expérimentés et une équipe d'un niveau, même s'il y a des très très bons joueurs à Rennes. Hein. Moi, j'en connaissais certains, mais j'étais d'autant plus surpris par le niveau particulièrement devant. Là. Nyang, j'ai trouvé vraiment que c'était excellent. Mais nous, techniquement, on a été mais très faibles. Le commentateur le disait à un moment, on bat tous nos records de passes perdues. Et encore, il y a celles qu'on peut perdre sous pression parce qu'on est en déficit d'individus au milieu de terrain. Mais il y a toutes celles qu'on a données, les cadeaux, c'était incroyable. Et je pense qu'il y a quand même une corrélation directe entre l'intensité, l'implication et le niveau technique de ce match.
même des joueurs qui sont censés être excellents techniquement, là, je les ai trouvés très, très faibles. Sans parler des énormes déceptions, type Drexler, mais moi, un de mes joueurs préférés, Di Maria, vous l'avez trouvé pas si mauvais que ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même, il perdait énormément de ballons. Dans l'ensemble, même derrière, on a perdu un nombre de ballons incroyable. On a à la relance. Ça s'est bien vu de toute façon, la manière dont Rennes nous a pressés. En début de mi-temps, au début du match, ils étaient plutôt frileux en se disant on va monter, mais pas trop. De toute façon, ils ne vont pas perdre le ballon et on risque de se faire contrer. Et plus ça a été dans le match, et à la fin, ils nous pressaient dans notre surface en se disant mais ils vont rater le ballon, ils vont le perdre et on va la récupérer haut. Il y a moyen de faire quelque chose. On a bien senti que les mecs s'en sont rendus compte que techniquement et en termes d'engagement, on n'y était absolument pas hier. Franchement, à certains moments, même si on peut dire ce qu'on veut, je pense qu'ils étaient bouillis de la préparation. Hein. Ils ont fait apparemment une préparation vraiment plus lourde que ce qu'ils font habituellement. Mais j'ai trouvé qu'on était quand même limite de la faute professionnelle en termes d'engagement. Oui, puis là je voulais revenir sur un petit aspect tactique et qui tient à nouveau à la faiblesse de notre entrejeu, notamment dans l'axe, où les Rennais avaient bien analysé nos faiblesses et nous ont donc beaucoup pressé à ce niveau-là, ce qui a obligé le PSG à jouer sur les côtés. Et là, on a pâti de la qualité technique de nos joueurs de côté. Je ne sais pas combien de centres il y a eu. En tout cas, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés à destination. Aujourd'hui, pour embêter le PSG, il faut le repousser sur les côtés et laisser les insuffisances s'exprimer. Là, à nouveau, l'organisation telle qu'elle était, qui dépeuplait le milieu de terrain, surtout dans l'axe, a été un facteur de mauvaise prestation. Comment vous avez trouvé ça, vous, sur le jeu extérieur, Lionel? Après, nos latéraux, depuis l'an dernier, sont notre grosse faiblesse. Sans compter qu'en plus, sur les côtés, on joue avec des fausses pattes, que ce soit Di Maria à droite et on va dire en grande partie Mbappé, même s'il a tendance à se recentrer. Donc, ça apporte. On n'a pas la qualité de centre avec nos latéraux, et que ce soit Di Maria ou Mbappé, ils ne sont pas forcément dans une position pour déborder, même si Mbappé l'a fait à quelques reprises. Malheureusement, ces centres n'ont pas trouvé le preneur. Mais oui, c'est un gros problème. Mais je pense que c'est pas que ça le problème du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a un problème dans la construction, dans la verticalité, dans la vitesse, dans l'intensité, dans beaucoup de choses. Et faire résumer le problème le problème des côtés, dire que le problème des côtés est le gros problème de Paris, je pense que non. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes et que c'est un des problèmes de Paris. Ah bah hier, c'était quand même frappant que Paris était déficient dans l'axe, était dominé, était bouffé au milieu de terrain, et donc cherchait une solution extérieure. Et on sentait très bien que c'est quelque chose que Rennes avait préparé. Et là, si effectivement tu as des fausses pattes et tu as des arrières latéraux qui eux sont sur leur bon pied, qui ne savent pas centrer, bah, les solutions sont quand même difficiles. La force de Paris dans l'axe, c'est le pouvoir de pénétration. De Mbappé et de Neymar. Quand tu n'as pas ces deux atouts-là, ça devient très compliqué de construire avec des joueurs comme Draxler, avec des joueurs, avec d'autres types, avec ces types de joueurs-là. Je ne vois pas très bien comment on peut trouver des solutions axiales aujourd'hui. Dominique, toi? Non, mais vous imaginez qu'on est en train de se dire que les mecs sont pas capables de jouer. Draxler, il est international allemand depuis des années. Il a été capitaine de la Mannschaft. On a quand même des possibilités et des joueurs qui devraient avoir le niveau pour, sur un match comme celui d'hier, au moins surnager. Là, ça a été mais juste catastrophique. Faut bien se rendre compte qu'il a été mangé, mais par des mecs qui étaient même pas pros il y a 2 ans. Moi, on peut me dire ce qu'on veut après en termes d'organisation, d'effectifs, le fait de se dire que le système ne correspond pas du tout aux forces des joueurs qui sont actuellement disponibles, mais vous m'enlèverez pas de l'idée qu'en termes d'intensité et d'implication, ça a été, mais
on a été en dessous de tout là, sur un match comme hier. Parce qu'on a l'impression qu'on peut jouer jusqu'à aujourd'hui. On n'aurait pas marqué, hein, on ne serait jamais revenu sur ce match-là. Hein. On a des demi-occasions, mais même celles-là, on a l'impression qu'on ne les joue pas à fond. Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement, sur les faiblesses de l'effectif, sur les faiblesses de l'équipe alignée, sur le fait qu'on aurait pu jouer carrément en 4-4-2 et de se dire que voilà, on peut être dominé sur un poste, peut-être sortir Meunier, mettre un petit jeune, mettre Dagba, quelqu'un comme ça, et vraiment jouer sur nos forces au milieu de terrain. On aura pu faire ça, c'est certain. Mais lorsqu'on a ce niveau d'implication, franchement, je pense qu'on peut se faire cogner par à peu près n'importe qui. Et Rennes, hier soir, ils nous ont montré qu'eux n'étaient pas n'importe qui. Bien, on va passer maintenant au coaching, parce que bien sûr, quand ça va pas, l'entraîneur est en première ligne et Tourelle, avec la fin de saison dernière, qui est partie un petit peu dans tous les sens, et à nouveau se retrouve battu dans un match à l'extérieur et on ne peut pas éliminer sa responsabilité à la fois dans le choix tactique fait. Et puis moi, ce qui me surprend surtout, c'était un entraîneur. L'année dernière, la première moitié de saison, on a gagné quand même quelques matchs difficilement, avec souvent deux mi-temps qui étaient très différentes. Une première mi-temps où il essayait des choses qui marchaient pas, et puis en deuxième mi-temps, il changeait de système, il changeait de joueur, et puis les choses se remettaient en place. Là, hier, moi, je l'ai senti extrêmement passif, euh, ne voyant pas qu'il fallait rééquilibrer plutôt le milieu, faisant un coaching assez tardif. Bon, bien sûr, il y a toutes les circonstances atténuantes en termes d'effectifs qu'on a bien voulu décrire, mais je ne retrouve pas le coach réactif que j'avais admiré dans la première moitié de saison l'année dernière. Dom, qu'est-ce que tu en penses? Moi, il m'a donné l'impression, un peu comme certains joueurs lorsqu'ils reviennent de blessure ou lorsqu'ils sont dans une mauvaise passe et qui perdent confiance et qu'on a l'impression qu'ils ont tout oublié, qu'ils ont oublié leur technique, qu'ils ont oublié ce qui faisait leur force. Et de l'entraîneur créatif qui était capable de s'adapter, de changer de système de jeu, d'amener quelque chose de nouveau. L'entraîneur de haut niveau qu'on a recruté, c'était absolument pas ce qu'on a vu hier. Et on avait l'impression que c'était un mec un peu à l'ancienne, frileux, qui se disait moi mon système préférentiel c'est ça et je peux jouer qu'avec ça et je vais pas tenter de coups, je vais faire du remplacement mais ce sera du poste pour pas qu'on puisse me dire que tu as fait quelque chose de bizarre à la fin. Franchement, j'étais très impressionné par le manque d'imagination et même le manque de risque pris, parce qu'on s'est bien rendu compte que le deuxième but, on se le prend en tout début de deuxième mi-temps, et on se rend bien compte qu'il ne va rien se passer. Et que s'il reste dans son système, on va aller jusqu'au bout comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors après, il fait une petite évolution de son système à la 65e, mais rien de foufou. Et on se retrouve toujours avec le même déficit au milieu de terrain. Moi, je suis content qu'il ait changé quand même Meunier, parce que même si c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui est humainement, qui est vraiment sous de tout hier, jouer un petit jeune de 20 ans qui rentre, on se rend compte qu'il est largement au niveau, particulièrement au niveau de l'engagement. Mais franchement, moi, alors on va me dire effectivement que les possibilités qu'il avait sont extrêmement limitées en termes de joueurs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, en termes de système de jeu, rien ne lui empêche de changer de système. Tu parlais tout à l'heure, Olivier, de City. C'est une des choses aussi de Guardiola. Il travaille énormément sur ses systèmes et pendant le match, si ça ne marche pas, les mecs ont 3-4 possibilités différentes d'évoluer. C'est aussi ça le haut niveau, c'est de proposer une solution tactique différente lorsqu'on voit que ça ne marche pas. Il y a quand même tout un jeu d'entraîneur, un jeu d'échecs. Et hier, il s'est fait juste manger. Stéphane, il lui a mis, et pas à moitié, il l'a vu venir avec son système. Dès le début de match, on a bien vu que ce qu'alignaient les Rennais, c'était vraiment une opposition. Et les mecs ont pris confiance. Et à aucun moment, on s'est dit, tiens, on va essayer de changer et proposer quelque chose de différent. Et là-dedans, je trouve que la responsabilité de Tourelle, elle est extrêmement engagée. Et vraiment, il m'a donné cette impression-là du mec qui avait perdu confiance et qui n'avait plus vraiment d'idées. Dom, Lionel, tu as trouvé ça aussi? Oui, oui, et après, il y a même un truc qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'à la mi-temps, lorsqu'on interviewe Clément Grenier, qui joue adverse, qui lui-même dit qu'il n'a pas compris ce que le Paris Saint-Germain a fait, parce que en jouant comme ça leur a libéré de l'espace et leur a permis de jouer dans un fauteuil. Donc, tu te dis, mais
si même tes adversaires se rendent compte que tu fais n'importe quoi et que bah, toi, tu ne t'en rends pas compte et que tu ne changes pas ça du tout pendant le match, c'est qu'il y a un problème. Euh, j'ai j'ai l'impression que c'est une personne qui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son sens et qui le perturbe, il est incapable de travailler correctement. Et on l'a vu après le mercato d'hiver l'an dernier avec les non-arrivées de milieu de terrain qu'il voulait, où pendant un moment il a commencé à se plaindre et c'était un peu limite agaçant. Tu te disais, bon, tu peux comprendre qu'il ne soit pas content, mais le répéter à chaque interview ou autre, c'était pas nécessaire. Et tu as senti que à partir de ce moment-là, c'était plus le Tuchel qu'on avait connu dans les 6 premiers mois. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression que le fait de ne pas pouvoir utiliser son joueur clé, Neymar, euh, presque ça le perturbe plus que ses joueurs, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'est plus capable de créer quelque chose qui permette à l'équipe aujourd'hui d'être efficace. Et, Ah, c'est sûr on peut aussi se mettre à sa place et voir ce qu'il subit en termes d'effectifs depuis la moitié de la saison dernière, avec le placardage ridicule de Rabiot, l'absence de recrutement au milieu de terrain que le panic buy Paredes. Et puis là, alors qu'il avait réussi à arracher 2 recrues au milieu de terrain, elles sont pas là. Et puis il y a le feuilleton grotesque de Neymar. C'est quand même difficile de construire quelque chose et d'avoir la confiance quand on se retrouve confronté à ces choses-là. Bon, ça ah ne oui, peut pas excuser tout. Et effectivement, hier, il a été particulièrement déficient à la fois dans la préparation et dans le coaching du match. Mais je me mets quand même à sa place et le bricolage permanent est quand même quelque chose qui doit user. oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et qu'on le veuille ou non, moi, je reviens dessus, mais quand je vois l'effectif du Paris Saint-Germain, euh, moi, je l'ai dit dès le départ, pour moi, cette année, ce serait une année de transition, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point notre effectif euh, est vieillissant pour nos joueurs cadres et manque de profondeur et manque de talent à de nombreux postes. Euh, Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain peut-être peut faire peur parce que c'est un gros budget, que c'est une équipe qui gagne des titres depuis quelques années, mais je pense sincèrement qu'on a, sur les 5 dernières années, on a l'effectif le plus faible de leur classique. Oui, et peut-être effectivement, c'est pas un entraîneur qui a une expérience du très haut niveau, une expérience. Enfin, il passe d'un club où on lui pardonnait sûrement plus de choses qu'on lui en pardonne aujourd'hui, et on a l'impression, alors qu'il semblait être très actif, qu'il subit beaucoup les événements depuis la moitié de la saison dernière, et effectivement, c'est inquiétant. Bon, on va peut-être passer aux prestations individuelles. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur la prestation collective. Non, mais sur Tourelle, je pense que le match d'hier, il nous éclaire complètement vraiment d'un œil un peu différent l'interview qu'on a vue la semaine dernière à la mi-temps du match contre Reims, où il nous disait qu'il doutait beaucoup. Et nous, on a pris ça un peu en se disant c'est bien de douter. Je pense qu'il était déjà en train de nous annoncer qu'il avait un peu perdu confiance et que réellement, il cherchait des solutions, même après quelque chose qu'on n'avait pas vu forcément après une victoire assez convaincante contre un adversaire à ce moment-là très faible. Mais on n'avait pas vu quelle était l'ampleur de la perte de confiance qu'il pouvait avoir. Et je pense que dans ce qu'il a lié hier, dans le système de jeu, euh, nous éclaire un peu plus sur cette interview et sa perte de confiance. Il a dit aussi hier en interview que les joueurs n'avaient pas été capables de bloquer la rencontre. Alors bon, il s'exprime pas très précisément en français. Est-ce qu'il a voulu dire que les joueurs n'ont pas été capables de tuer le match alors qu'on avait eu la chance d'ouvrir la marque? Ou alors est-ce qu'il a confirmé qu'il avait une tactique plutôt frileuse et qu'il voulait conserver le résultat? Tout ça entretient un flou sur sa confiance, effectivement, qui n'est pas très rassurant actuellement. Bon, on va passer aux prestations individuelles. Alors, bon, là aussi, notre schéma habituel top-flop va être un peu perturbé par ce qui s'est passé. Et c'est très difficile dans un match comme celui-là de parler de top. Mais est-ce qu'il y a malgré tout pour vous des joueurs qui ont surnagé dans ce collectif déficient hier, Lionel? Je, je cherche toujours.
Non, c'est compliqué. Un, un joueur comme Mbappé va tenter beaucoup de choses, mais quand derrière il n'y a pas le collectif qui suit, ça ressemble un peu à rien. Donc, on peut pas dire que sa prestation était bonne, mais c'est quand même, on a senti que c'est peut-être le seul joueur qui peut-être hier pouvait créer quelque chose. Mais c'est compliqué de dire qu'il a fait un bon match. Après, non, sincèrement, pour moi, il y a pas il y a pas un joueur qui a fait un bon match, pas un seul. Dom? Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver de ce match-là. Moi, je suis un énorme fan, mais peut-être Cavani, c'est lui qui marque notre but, même si son match est extrêmement pauvre. Mais il a une occasion, il la met au fond sur effectivement un cadeau, mais il est encore là et il nous prouve à chaque match à quel point il a la grinta et il met une tête sur le poteau. Effectivement, si celle-ci rentre, ça peut peut-être faire tourner le match un peu différemment. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à sauver. Ouais, franchement, je vois pas non plus qui vraiment on pourrait sortir du lot. Les entrants, c'était peut-être un peu un éclair dans la nuit à certains moments, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à sauver de ce match-là. Oui, au moins Mbappé, il a tenté. On sent que c'est le seul qui peut débloquer une situation. C'est le seul qui essaye de pénétrer. C'est le seul qui essaye de dribbler dans un jeu qui était très lénifiant et très latéral. Au moins, il a tenté, même si le contexte ne lui a pas permis de faire plus. Et puis Cavani, voilà, je crois que c'est typiquement un match de Cavani, c'est-à-dire il est toujours aussi pauvre techniquement, il est toujours aussi inutile dans le jeu, mais c'est un avant-centre. Il va jamais être inattentif lorsqu'il y a un défenseur qui va faire une passe en retrait à son gardien. Il est toujours à l'affût. Il est capable de marquer un but. Et puis on a vu toute l'importance qu'il avait dans le jeu de tête. Si tu ne l'as pas dans le jeu de tête, personne n'est capable de disputer un ballon dans la surface. Là, il refait encore une tête absolument magnifique. Malheureusement sur le poteau, bah, il fait un but. Il en met un autre il en rate un autre sur le poteau, il se bat. Bon, voilà. On peut pas attendre autre chose que Cavani, mais au moins là, lui, il fait le maximum de ce qu'il est capable de faire. Mais bon, bien sûr, c'est insuffisant dans le contexte. Alors, on va. Et puis Di Maria, je trouve que vous êtes dur aussi sur Di Maria. Moi, j'ai bien aimé sa première mi-temps. C'est aussi un des rares qui a tenté des choses, qui a tenté de faire des belles passes, qui a des dribbles. Bon, il perd beaucoup de ballons, bien d'habitude, mais au moins il a tenté quelque chose dans cette équipe très passive. Mais manifestement, il a avalé la trompette en deuxième mi-temps, il a disparu assez rapidement et il a été changé. Il n'a pas encore la caisse pour le faire, mais j'ai trouvé qu'au moins il tentait quelque chose. Bon, on va passer maintenant aux flops. Alors là, les flops, je pense qu'il n'y a que l'embarras du choix. Essayez de me distinguer ceux qui vous ont le plus particulièrement déçu hier, même si certains, la déception est tellement habituelle que ça n'a pas dû être pire que d'habitude. Alors, Dom, tu commences, les pires flops. La liste doit être longue, mais si on devait en sortir, je pense que voilà, le côté droit était juste mais catastrophique. Hein. Entre Drexler mais il veut vraiment se faire sortir, parce qu'en plus, déjà être mauvais, en plus il est dur, et plusieurs fois il a fait des interventions extrêmement limites parce qu'il est complètement largué. C'est un mec qui quand même est censé être un joueur offensif, on sent bien que techniquement, mais il est complètement à la rue. Moi, je vois même pas je vois pas dans quelle équipe, avec le niveau de jeu qu'il aligne, il pourrait être titulaire. Et même à quel poste, on peut me dire, on en parlait la semaine dernière, on se dit, il joue pas à son poste, s'il jouait devant, il serait meilleur. Franchement, pour rater un contrôle à 2 mètres, être incapable de faire une passe, il en a raté au moins 10. Franchement, je suis même pas sûr que ça changerait grand-chose. J'en ai déjà parlé, mais le match des latéraux et particulièrement celui de Meunier, mais je me suis tiré les cheveux. Il s'est fait manger, mais dans les grandes largeurs. Et franchement, je trouve qu'il a absolument pas le niveau. Et je pense que le PSG s'en est bien rendu compte. Et Tourelle ne l'aligne que par défaut. Et c'était un des premiers à sortir. Et quand on voit qu'un gamin de 20 ans fait tout de suite la différence en termes de stabilité,
voilà, on se rend bien compte des errements qu'il peut avoir et que mentalement, il n'y est absolument plus. Après, le niveau général a été catastrophique, hein, donc on pourrait aligner les mauvais joueurs, mais je trouve que ça a été dans ce contexte catastrophique, ça a été les pires. Lionel, tu en as d'autres? Oui, je pense qu'on peut rajouter aussi Thiago Silva, que j'ai trouvé extrêmement lourd hier. Ses interventions, dans son positionnement. Alors, je pense que c'est sûrement la préparation physique qui fait qu'il n'est pas encore, en fait, il n'a pas encore digéré, qui fait que, à son âge, c'est un peu plus compliqué de démarrer fort. Mais hier, je l'ai trouvé vraiment, vraiment. Enfin, je pense que c'est un des plus mauvais matchs de Thiago Silva. Après, alors, c'est pas vraiment un flop parce que je pense qu'il n'est pas fautif sur les deux buts. Mais je trouve que Areola, et on est obligé d'en parler, dégage un manque de sérénité, un manque de confiance qui est vraiment très, 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 très gros. Quand on voit sur le deuxième but, où au début, son placement, il est sur la ligne. Donc, à partir du moment où il est sur la ligne, il fait le choix de ne pas pouvoir forcément intervenir et de sortir sur un centre. Et il est tellement pas en confiance qu'il hésite finalement à aller, il n'y va pas, et cette hésitation fait qu'il n'est ni positionné pour pouvoir euh, intervenir sur sa ligne, et ni en capacité de sortir. Et tu sens que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance. Et j'ai l'impression, on va revenir au management un peu de Tuchel, que ce soit lui ou Meunier, ce sont des joueurs où tu sens que Tuchel n'a pas vraiment confiance en eux et que ce manque de confiance en eux rejaillit sur ce qu'ils dégagent en fait, les deux. Et donc, il faut voir aussi est-ce que les performances aujourd'hui de certains joueurs, par manque de confiance ou quoi que ce soit, n'est pas dû aussi à un management, cette défaillance au moment de toucher. Oui, je crois que le terme que vous avez employé à plusieurs reprises me semble le plus résumer la situation actuelle au PSG, c'est manque de confiance. On arrive avec un effectif dont beaucoup de joueurs sont en bout de course, euh, par l'âge ou parce qu'ils sont en fin de contrat, il leur reste une année de contrat, on n'a pas envie de les prolonger, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils sont trop chers. Enfin, on a l'impression de n'avoir que des joueurs par défaut, en tout cas une grande quantité de joueurs par défaut, bon, qui finalement sont discutés, donc ne sont pas en confiance et ne peuvent peut-être pas donner ce qu'ils pourraient donner, d'autant qu'ils n'ont pas de concurrence, puisque on a laissé l'effectif s'appauvrir petit à petit. Donc on se retrouve avec quand même beaucoup de faiblesses. Et bon, Areola, il peut rien faire, à mon avis, sur le premier but. Le deuxième but, oui, il peut peut-être faire une sortie, mais il faut voir dans quelles conditions ces arrières l'ont laissé. Quoi. Le premier but de Niang, Bernat, il est à 4 mètres, Marquinhos, il le laisse se retourner tranquillement. Oh, c'est quand même catastrophique. Meunier, il s'est fait bouffer. Le deuxième but, il est totalement pour lui en laissant le gars prendre tranquillement son élan et placer sa tête. Donc il y a une manque de confiance générale les uns dans les autres, manque de confiance du coach vis-à-vis de certains joueurs, manque de confiance des dirigeants probablement. Quand on voit les déclarations concernant Areola, moi je suis horrifié qu'on puisse. Ben, si vous n'en voulez pas, si vous trouvez qu'il est mauvais, fallait pas le prolonger l'année dernière en lui filant un salaire de numéro 1. Et virez-le, mettez-le sur le banc, mais arrêtez de mettre ce joueur sous pression en permanence. En permanence, on dit bah oui, il est peut-être le numéro 1, mais je peux pas dire, il faut attendre. Non, on a ceux qui ont joué savent très bien ce que c'est, notamment pour un poste comme le gardien, de vivre ce qui est en train de vivre Areola. Prenez une décision, foutez-le sur le banc, prenez un autre gardien, mais ne le laissez pas dans cette situation où chacun guette la faute. N'importe quel but que le PSG prend, c'est de la faute d'Areola. Moi, j'ai regardé le week-end européen, j'ai pas trouvé des gardiens impériaux par poignée. Hein. Ils prennent aussi des buts, ils font aussi des erreurs. Donc, la situation est quand même très délétère dans l'ambiance générale. On a l'impression que
Leonardo récupère une équipe qui n'est pas la sienne, avec beaucoup de faiblesses. Il n'a pas les moyens de la renforcer. Il n'a pas choisi Tourelle. Enfin, il y a une espèce de no man's land, de confiance autour de tout ça, qui n'est quand même pas facile à vivre. Et dès que ça tourne pas bien, bah, tout le monde plonge un peu. Ça me semble être l'interprétation qu'on peut faire de ce début de saison. J'espère qu'avec l'effectif enfin au complet, avec des joueurs qui ont enfin épongé la préparation, l'affaire Neymar réglée soit avec le joueur restant au club ou alors vendu ayant les moyens de se renforcer, mais en sachant qu'il reste plus que 15 jours, on va retrouver un peu de sérénité. Mais ce manque de sérénité à tous les niveaux est quand même quelque chose de très préoccupant. Et puis moi, je voudrais quand même pointer Marquinhos. On l'a tellement encensé les matchs précédents. Bon, là, je trouve qu'il a fait un très mauvais match. Peut-être sa position un peu hybride ne l'a pas aidé, mais défensivement, il s'est fait bouffer plusieurs fois. Il n'a pas eu non plus les relances de la qualité qu'il avait montré. Donc c'est effectivement une faillite un peu collective et même les meilleurs éléments n'ont pas été capables de tirer les autres vers le haut. Moi, je le Vas-y, reviens vas-y. sur le deuxième but qu'on prend. Connaissant assez bien le poste, Areola, dans sa position, avait fait le choix de rester sur sa ligne. Quand on revoit quand le centre part, il est collé à sa ligne. Et donc, à partir du moment, il y a des gardiens comme ça qui ne sortent pas. Un De Gea ne sort pas. Mais ce sont des gardiens, ben, ils acceptent de jouer sur leur ligne et ils sont impériaux sur leur ligne. Et en fait, lui, tu sens que ce manque de confiance fait qu'il se dit il faut peut-être que j'y aille parce qu'il s'attend à ce que j'y aille, mais en même temps, je préfère être sur ma ligne. Et en fait, ça fait qu'il ne prend aucune décision, il y va pas. Finalement, ben, il est dans une position où il ne peut plus intervenir parce qu'il n'est plus sous ses appuis. Non, cette situation, elle n'est plus vivable pour lui et pour le club. Euh, moi, Oui, tu sens typiquement un gardien en manque de confiance, moi, alors qu'on avait plutôt, par comparaison avec Buffon l'année dernière, qui est un gardien qui est un gardien qui reste sur sa ligne, on avait plutôt salué la stature moderne d'Areola, qui est un gardien qui prenait des risques dans les sorties. Maintenant, tu as l'impression qu'il est tétanisé, et il a tellement peur de passer à travers qu'il ne sait plus quoi faire. Effectivement, quand tu vois, il y a une image arrêtée où on voit Marquinhos et Thiago Silva tourner vers lui, les bras baissés. En lui reprochant finalement d'avoir mal géré cette situation. Oui, oui, c'est un gardien qui est dans un doute énorme, ça c'est sûr. et moi, je reste persuadé, j'en vois tout le monde cracher dessus ou quoi que ce soit, dire qu'il est nul, il est nul. Moi, je reste persuadé que c'est un bon gardien. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la situation au Paris Saint-Germain pour lui est irréparable et il va pas réussir à s'imposer au Paris Saint-Germain parce que l'environnement, tout est contre lui et ne lui permet pas d'être en confiance. Je reste persuadé que c'est un gardien. Alors, c'est pas un top 10 ou autre. Ouais, je reste persuadé que ça reste un très bon gardien qui peut jouer dans un club qui joue une Coupe d'Europe et avoir de très bonnes performances. Mais pour moi, Paris Saint-Germain, c'est fini pour lui. Et ça ne concerne pas Carreola. Tu Oh as non, l'impression qu'aujourd'hui, il y a un tas de joueurs qu'on serait très content de faire partir, en qui on n'a plus confiance, mais pour des raisons financières, pour des raisons économiques, à la fois parce que bah, les moyens sont pompés par ce que coûtent Neymar et Mbappé, et puis aussi parce qu'on leur a signé des contrats qui sont hors marché, bah, on est coincé. On a l'impression d'être vraiment coincé avec des joueurs dont on ne veut plus, à qui on manifeste notre manque de confiance en permanence, mais qu'on ne peut ni mettre en concurrence ni faire partir. Là, la situation de renouvellement de cette équipe, elle est quand même très très préoccupante. oui, on peut le voir que ce soit avec Meunier, avec Draxler, euh, avec Bernat, Bernat un peu moins parce que Bernat, j'ai pas l'impression qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de Bernat. Je pense qu'il est juste il montre juste ses limites. Mais même Draxler, moi, enfin, quand je vois son match hier, euh, il montre alors très, très, très rarement, sur deux, trois occasions, ce qu'on attend de lui. Il a fait deux, trois belles passes, et, deux, trois belles percées, mais à côté de ça, il y a tellement de choses ratées et mal faites qui font que on ne voit pas les rares bonnes choses qu'il est capable de faire. Et je suis persuadé que ce sont des joueurs qui seraient capables de se relancer ailleurs, mais financièrement, le salaire et la soupe à Paris est tellement bonne qu'ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort d'aller chercher quelque chose ailleurs. Ouais, mais je suis d'accord avec vous et c'est là aussi qu'on voit aussi que la problématique, c'est une problématique
principalement de management. Parce qu'on sait, on a quasiment la liste dès le début du mercato des joueurs qui sont indésirables et qu'on aimerait bien faire partir. Sauf qu'on se rend bien compte de cette situation, elle n'est pas nouvelle. Les salaires qu'on aligne, ce n'est pas nouveau. Sauf qu'on n'a pas la volonté de trouver une solution. Soit et on est dans de l'entre-deux qui ne sert à rien. Se dire qu'on va le vendre, que le mec va garder son salaire qu'on va gagner des sous avec ces histoires-là, c'était complètement méconnaître le marché. Meunier a eu des pistes, sauf que les mecs lui disent ok, on te prend, sauf que au niveau du budget, le budget transfert, il est mangé par ton salaire, donc on peut rien donner au PSG. Et d'autres, c'était exactement la même situation. On se retrouve dans des positions intermédiaires sur lesquelles personne ne veut réellement prendre le risque et prendre l'engagement de se dire voilà, on a perdu de l'argent, on a fait une erreur là-dessus, on solde les comptes, on vend le joueur, quitte à perdre de l'argent, mais tu restes pas dans des situations hybrides avec des joueurs dont tu ne veux plus et sur lesquels tu as quand même une communication. Moi, on a encensé Leonardo et Tourelle sur leur communication. Moi, je suis quand même atterré par la manière dont on traite certains joueurs, particulièrement les joueurs dont on ne veut plus. Les grands clubs, en fait, on sait souvent qu'ils ne veulent plus d'un joueur parce qu'ils n'arrêtent pas de dire à quel point il est bon pour que sa cote reste élevée et donner envie aux autres. Là, toute la communication qu'on fait, c'est ces joueurs-là, ils sont mauvais. Regardez, on les aligne sur le terrain, ils sont vraiment mauvais. Mais par contre, on ne veut pas baisser le prix auquel on souhaite les vendre. Et au niveau salaire, les joueurs sont pas, vous le disiez, hein, les joueurs sont pas idiots, les carrières sont courtes et personne, à part des clubs en Angleterre, mais qui va s'intéresser à nos joueurs. Voilà, pour vendre, c'est extrêmement compliqué. Ou alors, il faut que financièrement, on fasse un énorme effort. Et ça implique de prendre des décisions radicales. Quand on entend hier, à la fin du match, la conférence de presse de Tuchel et qui dit oui, 2 frappes cadrées, 2 buts, un match normal d'Areola, c'est exceptionnel. Il voudrait tirer la chasse d'eau, ça serait pas pire. Hein. C'est horrible de parler d'un gardien comme ça, c'est pas possible. Ouais. Et il lui passe un petit peu de la pommade pour mieux lui planter le couteau dans le dos. Franchement, même si je ne suis pas sûr que ça soit un gardien de très très haut niveau, mais on voudrait qu'il se plante, on ne pourrait pas mieux faire. Bon, écoutez, là, on a passé un bon moment de sinistrose, mais ce n'est jamais que le deuxième match de la saison. Ce n'est jamais qu'un match en pleine phase de préparation. Ce n'est jamais qu'un match où il y a quand même des joueurs importants qui manquent. Donc, à ce stade-là, et après une telle contre-performance, malheureusement, et c'est ça qui aggrave un peu les choses, et dans la continuité de la fin de saison ratée de l'an dernier, est-ce que vous voyez des marges de progression possibles avec cet effectif ou en renforçant cet effectif? Ou alors, comme l'a dit Lionel, est-ce qu'il faut se préparer d'ores et déjà? Et il faudrait d'ailleurs que le PSG l'annonce devant l'ampleur du chantier de reconstruction à une année de transition. C'est pas déshonorant d'avoir une année de transition. Voilà, on sait, les objectifs sont un peu moindres. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comment vous voyez ça, vous? C'est une saison de transition ou il y a des marges de progression possibles, Dom? Un peu des deux. Alors effectivement, pour moi, c'est clairement une saison de transition. Sauf que faut pas oublier que le PSG, c'est quand même particulièrement pour ce propriétaire un outil de marketing et de se dire que cette saison-là, c'est une saison qu'on va un peu mettre de côté pour essayer de reconstruire. Je suis pas sûr que ça soit dans leur méthode et dans leur mode de fonctionnement. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de l'accepter. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir des résultats en termes économiques rapides. Je suis pas sûr qu'ils comprennent réellement le mode de fonctionnement d'un club de foot de haut niveau. Est-ce qu'ils sont capables d'accepter, comme certains grands clubs, type la Juve, de faire 1 ou 2 saisons de transition pour reconstruire un effectif et revenir plus fort? Je ne suis pas certain qu'ils soient capables de prendre ce type de position. Après, est-ce qu'on a des marges de progression? Bien sûr. Vu le match d'hier, on ne peut qu'avoir des marges de progression. J'espère qu'on ne fera pas pire cette saison.
déjà avec les joueurs qu'on n'a pas pu aligner, je pense que ça peut changer une grande partie du visage de l'équipe. Et j'ai bon espoir quand même qu'un match comme hier puisse servir d'électrochoc et de se dire que cette année, la Ligue 1, c'est absolument pas gagné et que si on veut faire quelque chose, il va absolument falloir qu'on se retrousse les manches et qu'en termes d'état d'esprit, là, je pense et aux joueurs, mais également au management, il va falloir quand même se remettre en question fortement. Moi, je pense que quand même, il y a moyen de mieux faire. Même si effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure et qu'on a sûrement l'effectif le moins fort des dernières années, ça reste quand même un effectif assez costaud, particulièrement si on arrive à aligner Neymar, qui reste un top player, même si ça fait un moment qu'on ne l'a pas revu sur le terrain et qu'on a tendance à oublier ce qu'il peut nous apporter. Je pense que ça peut changer complètement le visage du PSG. Moi, je n'oublie pas qu'avec quasiment le même effectif ou un ou deux joueurs près, le début de saison dernière, on a aligné quand même un niveau de jeu assez élevé et on a marché sur la Ligue 1. Et même si les joueurs ont tous pris une année et il y a quand même une certaine perte de confiance, je sais qu'avec les mêmes joueurs, on est capable de produire du football. Et j'ai bon espoir que quand même on arrive à faire quelque chose de cette saison. Lionel, tu partages? Oui, après, dire que ça n'a pas été annoncé, je suis pas d'accord. Leonardo, alors peut-être que Nasser ne l'a pas annoncé, mais Leonardo n'a pas utilisé le terme année de transition, mais quand il dit il faut savoir se poser, s'arrêter et accepter de faire un pas en arrière pour en faire 10 vers l'avant, pour moi, ça se traduit par très clairement année de transition. Donc, oui, je pense que de toute façon, là, on le voit. Je pense qu'on arrive à la fin du cycle Neymar-Mbappé. Neymar, peut-être cette année, peut-être pas. Mais à mon humble avis, il faut accepter de se dire, bon, on a pu exploiter en termes de marketing ces deux monstres. Mais aujourd'hui, sportivement, ben, ils nous bloquent pour construire un véritable effectif et accepter ben, de pouvoir les laisser partir pour recruter avec cette manne financière 7-8 joueurs de très haut niveau qu'on a besoin parce que l'an prochain, on va perdre Cavani, je pense, en fin de contrat. Thiago Silva arrive en fin de contrat. Kurzawa, Meunier, même si ce ne sont pas les numéros 1, mais ils sont quand même en fin de contrat. Puis je pense qu'il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle au Paris Saint-Germain. Je sais que beaucoup de gens ne partagent pas cet avis, mais un joueur comme Verratti, pour moi, il est en fin de cycle au Paris Saint-Germain et l'année prochaine, il ne lui restera qu'un an de contrat. Et je pense qu'il n'est pas question de se retrouver dans une position comme avec Rabiot, avec un joueur comme Verratti, qui a une valeur marchande très intéressante. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça et que en arrivant au mois de juin, comme il est arrivé Leonardo, il sait pertinemment que bah, son vrai premier mercato sera peut-être le mercato d'hiver, mais c'est plutôt un mercato d'ajustement, donc c'est compliqué de faire les très gros coups dessus, mais surtout le mercato 2020, avec sûrement une entrée d'argent conséquente avec la vente de l'un, voire des deux cracks du Paris Saint-Germain. Bon, année de transition, ça sera déjà difficile à faire entendre à des supporters qui sont toujours un peu illusionnés par rapport aux possibilités et qui veulent la timbale chaque année. Mais se faire dominer sur le plan national, ça c'est quelque chose qui passerait beaucoup moins, car il y a quand même un effectif qui doit permettre, sinon de survoler, du moins de conserver son titre l'année prochaine. Alors, je voulais faire avec vous un petit état des lieux de la Ligue 1 en ce début de championnat, même si c'est très difficile de porter un jugement définitif, car les effectifs sont pas au complet, les préparations sont diverses, mais il y a quand même quelques tendances qui se dégagent. Alors, pour vous, au vu de ce qui a été fait par les différentes équipes au mercato et les matchs que vous avez peut-être vus, est-ce que la Ligue 1 vous semble globalement en progrès par rapport à l'année dernière, Dom? Bah, en progrès, je ne dirais pas ça. On peut juste voir les joueurs qui sont sortis et ceux qui sont rentrés. Et franchement, la balance, elle est
quasiment comme tous les ans, en défaveur de la Ligue 1. Après, il y a certains effectifs qui se sont équilibrés, des clubs qui justement ont accepté pendant une année ou deux de faire un pas en arrière, comme on en parlait, pour avoir quelque chose de plus cohérent et de mieux construit. L'équipe qui quand même a sauté aux yeux de tout le monde là sur les 2 premiers matchs, c'est de loin Lyon. On va parler tout à l'heure. Mais dire que la Ligue 1 s'est renforcée, franchement, moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais j'en ai vu un certain nombre. Et franchement, j'ai trouvé que c'était quand même comme d'habitude, c'est la Ligue 1 Conforama, quoi. C'est pas mauvais, mais ça fait pas vraiment rêver. Hein. Lionel? Non, moi, j'ai pas regardé tous les matchs, mais j'essaie de regarder Nantes-Marseille. Bon, j'ai rapidement zappé sur Real Celta avant d'aller voir City Tottenham. Non, c'est un monde d'écart. Non, mais le niveau de la Ligue 1, je suis pas sûr qu'il se soit amélioré. Et je suis pas sûr qu'il va s'améliorer dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que quand la Ligue 1 fait un pas, les autres championnats en font 4 ou 5. Donc, ce qui fait que même si on peut avoir l'impression qu'on s'améliore un petit peu à l'intérieur du championnat, l'écart avec les autres championnats continue à grandir chaque année. Et je suis pas sûr que ça risque de changer rapidement. Ce qui va dans le sens de cette dégradation que vous décrivez tous les deux, c'est de voir dans quel état sont les places fortes traditionnelles du foot français, ceux qui sont soi-disant en possibilité d'aller contrarier le PSG. Je parle de Marseille, de Monaco et de Bordeaux, dont on voit l'état catastrophique aujourd'hui, qui sont scotchés en bas du championnat. Et là, c'est quand même très, très, très désespérant pour pouvoir tirer le championnat vers le haut. Est-ce que pour vous, ça vous semble définitif, Lionel? Ouais, je pense que ces équipes-là ont eu un souci en termes de démarrage d'un cycle. Et souvent, c'est compliqué de résoudre ce genre de problème. Je pense que Marseille, quand on voit l'effectif de Marseille, que ce soit en termes d'âge, en termes de qualité, et financièrement, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés. Je pense que c'est une équipe qui aura du mal à redevenir une place forte rapidement. Et Monaco, bon, financièrement, ils ont un peu plus de moyens, donc je pense que c'est une dynamique qui peut s'inverser. Mais oui, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui aujourd'hui vont peut-être grandir plus vite. Un club comme Nice peut-être nous permettre d'avoir un nouveau concurrent. On voit le recrutement qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place sur les 15 derniers jours qui a l'air intéressant. Après, il y a Lyon qui reste quand même, je pense, là. On va parler de Lyon après, non, je parlais des autres. Oui, Bordeaux, c'est inquiétant. Marseille, c'est inquiétant. Monaco, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est inquiétant, mais je pense qu'ils ont les moyens de se redresser. Après, ouais, Nantes, c'est une équipe avec une histoire. Saint-Etienne progresse, parce qu'en termes de budget, ils ont augmenté, et puis je trouve qu'ils ont un effectif assez cohérent. Après, bon, c'est pareil, est-ce qu'ils ont l'entraîneur pour leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils se fixent, ça c'est autre chose. Mais non, je pense qu'on verra sûrement peut-être un mano à mano avec l'équipe dont on va parler tout à l'heure. Tu n'as pas cité Rennes, qui pourtant me semble avoir, eux, franchi un palier. Mais Rennes, oui, faut voir sur la durée, parce que l'an dernier, on a eu tendance à parler de Rennes comme étant une des équipes qui faisait une superbe saison, mais en championnat, il me semble, je ne sais pas à quel poste ils finissent, mais je pense qu'ils finissent pas dans les 10 premiers. Alors, ils font certains beaux parcours en Europa League, et puis ils gagnent la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, donc ça les met dans la lumière, mais je ne sais pas si, pareil, je trouve qu'ils ont quand même perdu pas mal de gens intéressants, et j'ai pas eu l'impression qu'ils se soient tant renforcés que ça. Alors, on va venir effectivement aux concurrents, on peut appeler ça maintenant comme ça, du PSG. Donc, on a vu que dans une Ligue 1 qui globalement régresse, bah, ça serait très mal ressenti de voir le PSG perdre son titre, mais peut-être, enfin, un concurrent sérieux semble se profiler.
avec une intersaison où des décisions fortes ont été prises, avec Juninho donc à la barre de la direction sportive, qui, contrairement à Leonardo, a pu nommer son entraîneur qui lui convient, son compatriote Silvinho. Et puis un mercato où il y a eu des joueurs importants qui sont partis, mais il y a eu des joueurs d'effectifs, des joueurs de complément qui sont arrivés et ils font un début de championnat tonitruant avec une prestation tout à fait aboutie contre Angers ce week-end. Ils ont un milieu de terrain qui peut nous faire rêver, hein. Quand on voit Touzard, Aouar et puis, comment il s'appelle le Lillois? Thiago Mendes. Voilà, je trouve ça extrêmement complémentaire, extrêmement bosseur, extrêmement actif. Alors pour vous, est-ce que c'est assez pour concurrencer vraiment un PSG reconstruction ou Paris va-t-il avoir du mal contre cette opposition-là cette année? Dom. Bah, tout va dépendre du PSG en réalité. On va mettre la barre. Je pense que Lyon va faire une très belle saison. Ils ont très bien fini l'année dernière avec vraiment un effectif cohérent et ils ont pris réellement les décisions, des décisions risquées, qui pouvaient apparaître risquées, mais des vraies décisions quand ils laissent partir des joueurs qui ont été des joueurs majeurs pour eux et qu'ils ne les remplacent pas forcément tout de suite par des joueurs du même standing, mais en se disant que dans l'effectif, ils ont des jeunes à qui ils veulent laisser la place. C'est quand même, il faut le faire. Après, Allô? Oui, Dominique? Allô? Tom? Bon, vas-y Lionel, enchaîne le temps qu'on le récupère. Oui, moi je trouve qu'ils ont un effectif beaucoup plus équilibré que le nôtre. C'est-à-dire que certes, ils n'ont pas de tête qui dépasse comme Neymar et Mbappé, mais ils ont des joueurs très talentueux comme Depay, comme Moussa Dembélé, comme Aouar. Et à côté de ça, ils ont des joueurs interchangeables, c'est-à-dire qu'à chaque poste, euh, alors Depay, c'est peut-être un peu compliqué de le remplacer, mais à chaque poste, ils sont capables de mettre un joueur qui apportera, qui va remplacer son coéquipier sans une vraie perte de niveau. Et je pense que c'est le plus important pour un effectif, c'est ça. C'est-à-dire que quand on compare le Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui, bah, si on n'a pas Di Maria, il n'y a pas véritablement de remplaçant, Cavani n'a pas de remplaçant, Mbappé n'a pas de remplaçant, enfin, pas mal de joueurs n'ont pas de remplaçant, et tout ça fait que ben, ça complique pas mal de choses. Donc, je pense ils sont de véritables concurrents parce que, en termes d'effectifs, ils ont un effectif en nombre supérieur au nôtre et en qualité qui, mis à part quelques joueurs, pour moi, n'est pas si éloigné de ce qu'on a aujourd'hui. Et si en termes d'état d'esprit, ben, ils se mettent dans l'idée que voilà, cette année, ils vont tout faire pour aller chercher le titre, ils sont capables, je pense, de faire ce que Monaco a fait il y a 2 saisons. Ok, en tout cas, oui, ça semble être une équipe qui est susceptible de nous poser des problèmes. L'année précédente, ça a déjà été le cas. Ils avaient fait plutôt des résultats contre les gros et perdu par contre pas mal de points contre les petits. Je crois qu'il faudra un PSG qui soit bien concentré, en confiance et qui puisse utiliser toutes ses forces pour pouvoir lutter contre Lyon cette année. Bon, on va parler de Neymar, bien entendu, parce qu'il ne peut pas y avoir de podcast aujourd'hui sans que Neymar ne vienne empoisonner notre histoire. Il l'empoisonne à l'extérieur du terrain, il l'empoisonne sur le terrain. Quand on voit tout ce que ce joueur pourrait apporter à cette équipe qui est en manque de joueurs de pénétration comme lui, qui sont capables de faire des différences individuelles. Et puis aujourd'hui, la situation est ridicule, quoi. On a ce joueur dont le coût nous empêche de recruter et on se prive de son talent parce que, pour des raisons qui sont peut-être la crainte qu'il se blesse avant un transfert, bah on met en dehors. Et on voit à quel point Tourelle est touché par cette histoire où il a ce joueur à l'entraînement, il doit vouloir sûrement essayer de construire quelque chose avec lui et puis il peut pas l'utiliser le week-end. Donc c'est quand même une situation qui est difficile à accepter.
Alors, pour vous, après cette défaite à 15 jours de la fin du mercato et alors qu'aucune proposition acceptable n'est, semble-t-il, parvenue au club, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à le garder au placard en s'accrochant à un transfert possible, qui semble manifestement la solution souhaitée par le PSG, ou est-ce qu'il faut arrêter la comédie et le réintégrer dès maintenant et le faire jouer? Lionel, qu'est-ce que tu en penses? Mais après, quand on voit les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain, contre Toulouse et Metz, je pense que si le Paris Saint-Germain met les ingrédients, on peut gagner ce match sans Neymar. Je, je reste d'avis que par rapport aux antécédents du joueur en termes de blessures et à sa valeur, et quand on voit la dernière blessure contre le Qatar, où je pense qu'émotionnellement, cette blessure est surtout liée à, à l'émotion à l'époque ou avec les histoires de viol et autres, ce serait prendre un risque de le faire jouer tant que sa situation n'est pas totalement réglée. Et alors oui, ça peut être compliqué pour Tuchel, mais se retrouver comme avec le Bayern et City avec l'affaire Sané qui, un jour avant de partir à Munich, joue un match et se fait les croisés. Je suis pas sûr que ce soit la chose la plus intelligente à faire. Donc oui, c'est compliqué parce que bah, c'est un cas qui handicape le Paris Saint-Germain, qui paralyse notre mercato. Mais je pense que malheureusement, c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de bah, le garder de côté, éviter, parce que s'il se blesse, c'est un joueur que tu ne pourras pas utiliser et en même temps qui ne pourra pas être vendu. Donc, tant que le mercato n'est pas fini, tant que son mercato n'est pas fini, c'est compliqué de l'intégrer. Après, la dernière chose à faire, c'est mettre une deadline et dire, par exemple, aujourd'hui on est le 19, dire mercredi 22 ou vendredi 23, si une solution n'est pas trouvée, ben, Neymar ne partira pas et il finira la saison au Paris Saint-Germain. Mais oui, il faut peut-être clarifier, il faut vraiment trouver un moyen de clarifier la situation, mais tant qu'elle n'est pas clarifiée, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt du Paris Saint-Germain de l'utiliser. Dom, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, je suis pas absolument pas convaincu de la manière dont on a géré ce dossier, particulièrement lorsqu'on souhaite vendre un joueur. Ça, c'est quand même une règle de base qu'on apprend en première année d'école de commerce. Et si on veut mettre un produit et être capable de le vendre, la meilleure des choses, c'est d'éviter de le dénigrer. Parce que là, effectivement, mais mettre en avant ses qualités plus que ses défauts. Et là, le PSG, dans sa communication entre les deux, en disant bah, moi, j'aimerais bien le vendre et je nie pas qu'on est en négociation et a tout fait pour qu'en réalité, rien ne se conclue. Et là, on arrive dans une situation maintenant à une dizaine de jours de la fin du mercato où en réalité, on n'a plus vraiment le choix. On est obligé de le laisser sur le banc, même si ça nous pollue tout le début de saison. Mais par rapport à ce qu'effectivement tu as pu dire Lionel, on ne peut plus prendre le risque de risquer une blessure à la Sané. Et donc on est condamné au moins jusqu'à la fin du mercato à rester dans cette situation bâtarde où notre meilleur joueur avec lequel celui qui changerait complètement notre système de jeu voilà, on n'est pas à notre disposition. Et en même temps, de toute façon, même si on le vendait, la problématique, c'est que là, on est tellement avancé dans le mercato que réellement, est-ce qu'on a les possibilités de conclure des transferts avec des joueurs qui nous apporteraient un plus tout de suite? Je ne suis pas convaincu. Il y a Dybala encore sur le marché, on en parle un petit peu. Il y a un ou deux joueurs au milieu de terrain. Mais réellement, pour faire un gros coup ou combler réellement les manques qu'on pourrait avoir, je ne suis pas sûr qu'il y ait les joueurs disponibles. Ou alors, ça serait les troisième couteaux de grands clubs. La manière dont on a géré ce mercato ne nous donne pas réellement d'autres possibilités que de continuer comme on l'a fait depuis le début et d'attendre la fin du mercato et d'être à la merci quasiment d'un grand club qui nous dirait, qui pourrait même se permettre de jouer un peu avec nous jusqu'au dernier moment. Bon, bah écoutez, on va conclure sur ce dossier, avec ce dossier Neymar. Oui,
effectivement, on a entendu parler encore aujourd'hui d'une arrivée possible de Dybala, mais à votre avis, c'est uniquement dans le cas d'un départ de Neymar ou les deux dossiers sont indépendants? Dom. Moi, je pense que je suis pas sûr que le PSG ait la surface financière pour faire le coup. En réalité, moi, je suis assez surpris par ce mercato et je pense que la communication qui nous disait qu'on avait un budget, on a avancé différents chiffres, mais quand même des possibilités de transfert conséquents, ça se heurte quand même à une réalité et on voit bien que malgré les manquements sur différents postes dont on a pu parler, le PSG ne bouge pas une oreille et qu'on reste complètement bloqué par cette absence de fonds et cette histoire de fair play financier. Je pense que si on avait pu bouger sans cela, on l'aurait déjà fait. Et donc, je pense qu'on ne recrutera personne d'envergure à moins de vendre Neymar. Et si on doit le vendre, c'est là le vendre dans les 1 ou 2 jours parce que ce type de transfert-là, ça se fait pas en 48 heures. On le voit bien, nous, quand on l'a signé et tout le monde était à peu près d'accord. Et ça s'est conclu, c'était quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour conclure le deal. Je ne suis pas sûr que même des grands clubs comme le Barça ou le Real, lorsqu'on essaie de faire ce type de transfert, ça puisse se gérer en 24 ou 48 heures. Lionel, pour Dybala? Ouais, pour Dybala, je me dis que si on est capable de le faire sans vendre Neymar, je me demande pourquoi on a attendu aussi longtemps pour pouvoir bouger lors du mercato. Après, quand on voit les manques de l'effectif, je ne pense pas que Dybala ait été le premier choix si on regarde Neymar. Donc, non, je pense que c'est lié aux deux et que ben, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs qui sont, on va dire, entre guillemets, mêlés à cette affaire commencent un peu à travailler pour que ben, l'effet domino se fasse assez rapidement. C'est-à-dire que si Neymar vient à bouger, que derrière, ben, tout le monde puisse se retourner très rapidement parce que, comme a dit Dom, c'est des choses qui prennent du temps. Mais je pense que le temps, ils l'ont eu pendant tout ce mercato. Ça fait un moment que le dossier Neymar est ouvert. Et j'ose espérer que, je pense en tout cas que Leonardo a dû travailler déjà sur d'autres dossiers et qui sont, on va dire, déjà en attente d'être conclus en cas de départ de Neymar. Ceci dit, on ne peut pas éliminer que et le Qatar et Leonardo aient envie de taper un gros coup, sans que ça soit effectivement justifié sur le plan sportif, alors qu'ils ont été en position de faiblesse sur le dossier Neymar. C'est toujours embêtant de voir un joueur auquel tu as consenti tant de sacrifices qui ne pense qu'à une seule chose, c'est à se barrer. Tu fais venir Dybala, d'un seul coup, le mercato du PSG prend une toute autre allure et montre que des grands joueurs sont capables de faire confiance au projet, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit très réaliste hein, dans le cadre du mercato et que l'effet d'annonce, le gros coup, comme ils l'ont montré par le passé, est plutôt leur façon de fonctionner. Enfin, maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens? Ça, l'avenir nous le dira. Moi, j'aurais cru si on avait une autre personne que Leonardo à la tête du Paris Saint-Germain. Je pense qu'aujourd'hui, on a une personne qui a une vision claire du sport, du sportif, et qui va essayer surtout de renforcer l'équipe. Aujourd'hui, si on se retrouve avec Dybala, en plus de Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria et même Sarabia, euh, ce serait une ineptie totale, alors que derrière, il nous manque, concrètement, il nous manque, je pense, au moins un milieu de terrain supplémentaire, parce que moi, j'aime beaucoup Gay. Herrera aussi, c'est un bon joueur, mais pareil, ce ne sont pas des top players. Je pense que Verratti est un peu seul quand même en termes de créativité au milieu de terrain. En défense, que ce soit défenseur gauche, défenseur droit, on a de gros soucis. Et au niveau du gardien, c'est pareil. Donc, si on a 80 millions à dépenser et qu'on les met sur Dybala et que ce serait là vraiment, je me dis, bah, dans ce cas-là, il fallait mieux garder Antero Henrique si c'était pour continuer ce genre d'ânerie, quoi. Donc, non, Le problème, c'est que si l'émir veut, Leonardo, il fera ce qu'on lui dit de faire. Je ne pense pas qu'il ait grand-chose à dire dans cette affaire-là. Et puis, alors qu'on vient de fêter la montée du PSG il y a un certain nombre d'années en Ligue 1, avec Juste Fontaine à sa tête, on retrouverait le PSG flamboyant avec la défense en ligne. Ça vous dit rien, ça vous les jeunes? La défense en ligne qui prenait des tôles terribles, mais qui avait une attaque de feu.
on va peut-être refaire un coup comme ça avec 6 attaquants et des défenseurs moyens derrière. Il y a beaucoup de nos chers amis qui seraient très très contents d'avoir un football proactif, comme ils disent, de cette façon-là. Bon, allez, Je, trêve je- de plaisanterie. je suis d'accord, mais j'ai du mal. Enfin, c'est un peu comme pour le retour de Zidane au Real. J'ai du mal à croire que Leonardo Je l'espère. ait accepté de revenir au Paris Saint-Germain sans avoir les mains sur le sportif. Alors, sous l'affaire Neymar, qui, je pense, dépasse le cadre du Paris Saint-Germain, je suis tout à fait d'accord que les l'émir interviennent dedans et lui disent ce qu'il attend et que lui, bah, il essaie de faire en sorte de répondre aux exigences de l'émir. Mais sur le fait de dire, bah, écoute, tu vas me prendre un Dybala alors que derrière, tu n'as pas de gardien, tu n'as pas de défenseurs latéraux et que notre défense centrale, notre meilleur défenseur central est vieillissant et qu'au milieu de terrain, pareil, ça manque de créativité. J'ose espérer que Leonardo a quand même d'autres priorités que Dybala, en plus de conserver Neymar. Enfin, je serais Le vraiment... marché italien se terminant le 25, on ne devrait pas tarder à être fixé. Et puis voilà, et puis j'espère également qu'il y aura une conclusion heureuse pour le problème Neymar et qu'on puisse enfin débuter la saison dans des bonnes conditions. Mais ça, on est au PSG et tout est possible. Voilà, on est arrivé au terme de ce... Juste, Vas-y, vas-y. juste avant, mais je pense que ce serait une très bonne chose que l'UEFA décide de clôturer tous les mercatos au 1er août, démarrer au 1er juin, dès que la saison est terminée, et finir au 1er août, une semaine avant que le premier championnat commence, ou que même les tours préliminaires de Ligue des Champions commencent. Ça commence à devenir un peu fatigant de voir des équipes qui ont démarré leur saison et qui sont incapables de se dire est-ce que je vais garder tel joueur va partir. On a pu le voir avec Angers qui perd son meilleur joueur juste avant le match de Lyon. Enfin, je pense qu'il faut commencer vraiment à se pencher dessus et quand la saison commence, ben, le mercato se termine, puis le contrat à la ligne. Alors j'ai vu aujourd'hui, je ne sais plus quel entraîneur anglais protester contre le fait que le mercato anglais se terminait trop tôt. Donc tu vois, c'est... Et il y a aussi le mercato d'hiver qui n'a pas beaucoup de signification. Enfin bref, tout ça mériterait d'être un peu plus cadré. Voilà, si vous avez rien à ajouter, on va clôturer ce podcast. Rien d'autre. C'est bon, ouais. Ok, donc merci à tous de l'avoir suivi, on l'espère jusqu'au bout. Et merci de ne pas oublier d'un petit like si vous avez apprécié. Également, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, vous y trouverez aussi nos vlogs, 100% PSG bien sûr. Il ne reste plus qu'à prendre congé en vous donnant rendez-vous lundi prochain pour le match du rachat contre Toulouse au Parc. Bonsoir Dominique. Bonne soirée, en espérant que on voit un bien meilleur match la semaine prochaine. On y croit encore, hein. Ça reste le tout début de saison et ça va aller, on le sent. Lionel, bonsoir. Bonsoir Olivier, ben, comme a dit Dom, j'espère avoir un meilleur match, surtout que normalement je serai au stade, donc j'espère que Alors avec ton appui, on ne peut pas perdre. ça sera mon opportunité. Et puis je voudrais rajouter aux gens, il faut cliquer Vas-y. sur la cloche pour que dès qu'on publie une vidéo, qu'ils l'aient tout de suite dans leur notification et puis de ne pas hésiter de suivre le Club Paname et bien sûr ben, Olivier, Lionel, Basto, Drayas et tous les membres du Club Paname sur Twitter. On essaie de donner nos analyses aussi sur Twitter et donc c'est intéressant de nous appuyer avec des petits follow. Il fallait que ce soit dit. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.